Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer la nouvelle année avec le bilan de janvier. Évidemment, toujours hors manga, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc on va rester que sur les romans et c'est, voilà, tout sauf le manga. Il y a une lecture 2 étoiles pour ce mois de janvier et c'est évidemment de la dark romance. En tant que libraire, en fait, j'aime bien en lire parce que c'est ce qui est demandé, donc j'aime me tenir au courant de ce qui se fait. J'essaie de lire des dark romances différentes en espérant peut-être un jour comprendre l'engouement, mais c'est vraiment pas un genre qui est pour moi. Là, j'ai tenté de lire Lights Out de Navessa Allen, une dark romance entre une jeune femme qui bosse en urgence traumato, enfin bon bref, elle voit le pire tous les jours, et elle a un kink sur les thirst traps, donc en fait des vidéos d'hommes masqués notamment, qui voilà, montrent le corps, etc., mais dans des postures un peu étranges, dans le sens par exemple avec un couteau, avec du faux sang, enfin voilà. Et elle est fan d'un de ces hommes-là principalement, elle va laisser des commentaires régulièrement jusqu'au jour où il va la prendre au sérieux et vouloir lui faire vivre les fantasmes les plus fous. Donc voilà, ça le smut est hyper cringe évidemment, enfin il y a vraiment des trucs hyper chelous que moi je trouve ça pas excitant du tout. Il y a un semblant d'histoire un peu derrière, avec de la mafia, des meurtres et tout, bon, pour donner une sorte d'intrigue quand même à l'histoire. Enfin bref, ça se veut drôle, un peu dark rom-com. Moi je trouve ça ni drôle, ni sexy, enfin bref, c'est pas du tout pour moi. Je vais continuer malheureusement à en lire, mais franchement si t'as des recommandations de dark romance qui... bien, franchement je prends, parce que j'aimerais bien en découvrir, pour essayer de comprendre un peu le genre. Une lecture 3 étoiles avec Mens-moi à l'oreille d'Amy Quintera. Alors, c'est vraiment la lecture qui plaira aux adeptes de la femme de ménage et tous les thrillers psychologiques un peu dans cette veine depuis. On suit une jeune femme qui ne se souvient pas du meurtre de sa meilleure amie et tout le monde la croit coupable puisque c'est la seule qui était avec elle à ce moment-là. Elle a fui sa ville natale, etc. Sauf que là, pour une fête organisée par sa grand-mère, elle se sent un peu obligée de revenir dans sa ville natale. Et elle va faire la rencontre d'un podcasteur qui a remis son histoire au goût du jour puisque c'est un podcast true crime, en tout cas d'affaires non résolues. Donc les deux vont se rencontrer, et lui qui a envie de savoir ce qui s'est réellement passé, et elle qui va l'aider du mieux qu'elle peut à faire la lumière sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Et voilà, donc on a ce suspense-là. Évidemment, il va y avoir plein de secrets de famille, de petites villes américaines, où tout le monde couche avec tout le monde, et évidemment du coup tout le monde est plus ou moins finalement susceptible d'être coupable. Il y a un peu d'humour cynique. Moi je passe un peu à côté, mais ça pour le coup c'est assez personnel. En soi le dénouement était surprenant, enfin j'ai pas forcément vu venir ce dénouement là, donc c'était chouette. Ça se lit bien évidemment, enfin c'est très fluide, c'est une écriture assez simple, ça se lit vraiment très vite, j'aime bien le côté un peu podcast. Mais je pense que là où ça se veut original, moi ayant déjà lu 6 versions de Matt Wesolowski, j'ai pas été hyper emballée par le concept, que je connaissais déjà, qui est chouette, mais voilà. Je pense que n'étant pas moi-même une grande fan de la femme de ménage spécialement, je passe un peu à côté de ce genre de livre, mais c'est clairement un livre qui trouvera son public, pour qui aime tout à fait ce genre de roman. Ça reste bien fait, bien construit, voilà, là c'est vraiment un avis très personnel, mais je sais que ça trouvera son public. Pas mal de lectures 4 étoiles, quand même, il faut bien. La toute première lecture du mois de janvier, ça a été Fangs and Roses d'Alex Conan, une urban fantasy chez MXM Bookmark. Et c'est un peu mon petit péché mignon, je l'avoue, l'urban fantasy avec une romance MXM, donc homosexuelle masculine. Et surtout chez MXM Bookmark, j'aime toujours beaucoup ce qu'ils écrivent. Il y a souvent beaucoup de consentement, la relation est tendre, il y a du rebondissement. Là on a une enquête qui va se dérouler et on est entre un loup-garou et un vampire, donc on va dire 2 personnes tout à fait différentes qui vont se retrouver à travailler ensemble, sauf qu'ils se sont déjà rencontrés il y a quelques années. Et voilà, ça va être tout ce mélange assez bien fait en fait entre romance et enquête, aventure, suspense. J'ai trouvé le roman très équilibré entre tout ça, et la romance, il y a 0 smut. C'est vraiment plus sur l'émotion, etc. Et c'est en fil rouge, mais ça ne prend pas tout le roman. Ensuite, un essai, Le péril masculiniste de Sylvie Tenenbaum. Pour moi qui lis pas mal d'essais féministes, ce n'est pas un 5 étoiles parce que je trouve que ça va pas assez loin, mais ça reste un excellent essai pour qui veut se pencher sur la question avec des chiffres pour découvrir les différents mouvements masculinistes, incel, MGTOW, etc. etc. Ça fait en fait un très bon tour d'horizon des figures principales, des différents mouvements, de leurs différences, aussi bien en France qu'outre-Atlantique, voilà par exemple. Il y a des réflexions évidemment très intéressantes, mais voilà, ça reste un essai écrit par une psychologue, donc voilà, faut pas s'attendre à un essai sociologique ou philosophique ou voilà.
Donc pour moi ça a manqué un tout petit peu peut-être de profondeur, mais je le recommande vraiment pour les personnes qui veulent découvrir un peu cet univers qui est hyper dangereux, parce que c'est notre monde actuel en fait, sur les réseaux, etc. Et sur ça, ça reste une lecture très intéressante. On revient au roman avec Bunny de Mona Awad. Un roman complètement fou, ça va être très difficile d'en parler. Moi j'adore ne pas forcément tout comprendre et être embarquée par un récit fou. Vraiment on a l'impression par moments, beaucoup de moments, de lire un peu un trip sous LSD, c'est un peu psychédélique, fantastique. Alors il est rangé un peu dans horrifique, je suis pas complètement d'accord, même s'il y a des scènes assez graphiques, mais c'est pas de l'horreur au sens jumpscare, voilà, où c'est pas non plus gore. Mais l'ambiance est hyper originale, très fascinante. On est au sein d'une université autour de l'art, avec un grand A, il faut vraiment imaginer le truc un peu fou, avec voilà des élèves complètement pris dans le processus de création artistique. Samantha, elle est un peu isolée, elle est plutôt solitaire, et surtout elle méprise profondément ses camarades de classe, qui s'appellent les bunnies, parce que entre elles, alors elles sont que froufrou, arc-en-ciel, paillettes, cupcake, et entre elles s'appellent tout le temps Bunny, et elles passent leur temps à piailler en mode « Je t'adore Bunny, tu me manques Bunny », alors qu'elles se sont pas vues depuis 3 minutes. Donc voilà, beaucoup de mépris pour ces filles-là, jusqu'à ce qu'elles soient invitées à une soirée. Et ça va être le début d'une étrange amitié, clairement toxique. Donc voilà, c'est très psychologique et c'est là que c'est très Dark Academia, parce que c'est pas forcément l'univers en tant que tel de l'université, bien que ça joue sur pourquoi est-ce qu'elles font ce qu'elles font, mais c'est surtout sur les relations humaines et toute la psychologie qui se joue, avec une bonne dose de fantastique, mais ça je n'en dis pas plus. Donc voilà, si on aime savoir où on va, comprendre ce qu'on lit, il ne faut pas lire ce roman. Si on aime les ambiances un peu folles et qu'on aime être déstabilisé par un bouquin, let's go! Voilà, je pourrais pas faire mieux comme résumé. Le secret de l'herboriste d'Alice Doublié, une fantaisie en un seul tome, ça c'est toujours important de le dire, plutôt young adulte, à partir de 13-14 ans on va dire, et qui va suivre 3 triplés dont Elébor, le personnage principal, dans un monde où l'herboristerie est interdite. Pourquoi? Parce que en fait empoisonner quelqu'un ça ne laisse pas de traces, contrairement à la magie. Et comme il y a des trackers capables de suivre les pistes magiques, l'herboristerie par contre ne laisse pas de traces et elle est interdite parce qu'elle pourrait potentiellement être hyper dangereuse. Sauf que Elébor est passionnée par ce sujet, elle maîtrise les plantes et les connaissances et elle va être invitée plus ou moins contre son gré dans un manoir pour enquêter sur la mort de plusieurs nobles empoisonnés justement, afin de faire toute la vérité sur cette affaire. Un peu de romance, tout à fait slow burn, sororité, magie, enquête. Un livre vraiment hyper équilibré en pareil entre les différentes parties, c'est pas trop romance, c'est pas trop enquête, je trouve que les chapitres sont très bien équilibrés. Et encore une fois, avec Alice Doublié, les personnages féminins sont très bien construits, hyper intéressants. Il y a des thèmes forts qui sont abordés, consentement, relations toxiques notamment, en petite dose, mais c'est toujours important et c'est vraiment un excellent roman young adulte dans ce style-là. Les heures défuntes d'Alice Butterlin, je ne sais pas comment on prononce, je l'avoue. Un très court ouvrage de... C'est même pas des nouvelles, c'est des courts textes. Pareil, c'est quelque chose de très nostalgique, très aéré, très éthéré, je dirais même, qui parle de plein de sujets. Il y a quelque chose de lié à notre société actuelle, la question de l'ennui, de la solitude, de la musique, beaucoup de références musicales que je n'avais pas. Je pense que c'est ce qui fait que j'ai pas toujours été hyper enthousiaste pour certains extraits. Par contre, quand ça parle de sujets plus larges, et il y a notamment 2-3 textes un peu plus fantastiques que j'ai trouvé vraiment sympa, mais ça reste un très bel ouvrage, déjà d'une toute petite maison d'édition, et ça c'est cool, avec un univers vraiment très particulier. En fait c'est dur de le recommander parce que c'est tellement étrange que je ne saurais pas forcément à qui le recommander, mais ça reste une belle découverte si on veut sortir un peu des grands titres, des romans un peu habituels qu'on a l'habitude de voir en librairie ou sur les réseaux par exemple. Célestopol 1922 d'Emmanuel Chastelière, un recueil de nouvelles entre uchronie et steampunk, un super univers, vraiment on est sur la Lune. La cité de Célestopol est une cité sous dôme, puisqu'on est sur la Lune, où vivent des humains immigrés de la Terre et des automates, plus ou moins humains. Et donc on a un recueil de nouvelles dans cet univers-là. Ce qui est chouette, c'est que même si on n'a pas lu le roman original, ce n'est pas grave, c'est vraiment fait pour être lu indépendamment et on comprend tout à fait l'univers même sans ça. Et il y a des nouvelles vraiment très diverses. On va être parfois sur quelque chose d'un peu plus enquête, parfois sur quelque chose de presque horrifique, parfois sur quelque chose de très triste. Il y a certaines qui sont vraiment affreusement émouvantes. C'est très varié et j'ai beaucoup aimé la plume, très belle. L'univers très original, inspiré quand même un peu de la Russie notamment. C'est pas forcément l'univers premier auquel on pense. Et surtout, chose très importante,
Il y a un jeu de rôle sur cet univers qui est paru. J'espère vraiment avoir l'occasion de le tester parce que ça a l'air incroyable et d'autant plus maintenant que j'ai lu le recueil de nouvelles où je me suis familiarisée avec certains personnages, avec toute l'esthétique de cette cité un peu folle. Voilà, une très très belle découverte et je pense que le jeu de rôle peut être très intéressant. On termine les 4 étoiles avec La Nuit bleue d'Anaïs Sautier, un roman chez l'École de loisirs qui est littérature adolescente mais très dure. Franchement, c'est fou, compliqué mais très beau aussi. On suit une lycéenne dans le quartier nord de Marseille, qui vit dans une barre d'immeubles où quasi tout le monde vit plus ou moins du trafic de drogue. Sauf elle veut aller à l'école, elle veut s'enfuir, elle veut partir, elle ne veut rien à voir avec tout ça. Sauf qu'elle va se rapprocher du cousin de la figure de ce réseau de drogue qui lui a décidé de quitter le réseau, de partir, sauf que évidemment peut-on vraiment partir de ce genre de réseau? Toute la question est là. Le texte est très cru, très poétique, plein d'argot autour de la drogue et de la jeunesse. En plus, il faut imaginer l'accent marseillais, enfin voilà, c'était une langue assez déstabilisante, mine de rien, mais qui pour une fois, pour moi en tout cas, pour une fois, ne m'a pas paru forcée. C'est souvent ce que je reproche à certains auteurs et autrices, des fois quand ils veulent écrire jeune, c'est que ça fait très forcé et ça fait pas naturel. Là, c'est pas du tout le cas. On a vraiment l'impression de voir des jeunes de 17 ans parler. C'était vraiment bien fait sur ça et beaucoup d'émotions. Franchement, ça a été une belle découverte. Lecture 5 étoiles maintenant. On commence avec de la VO anglaise, un bouquin qui ne paraîtra qu'au mois de mai, mais que j'ai eu la chance de lire via NetGalley UK. She Waits Where Shadows Gather de Michel Tang. Un roman horrifique qui se passe aux Philippines et c'était génial parce que en fait on suit un couple, Avery et Carlos, qui partent aux Philippines, donc c'est leur pays d'origine mais ils ne sont pas forcément nés là-bas, en tout cas pas pour Avery. Et Avery ne sait pas trop pourquoi ils y vont et elle va apprendre qu'en fait c'est parce que Carlos doit s'occuper de vendre la maison familiale, sauf que celle-ci est réputée hantée. Les deux n'y croient pas, lui d'ailleurs son métier c'est d'avoir une émission de télé où il va débunker un peu ces maisons hantées, tout ça, donc de trouver une explication rationnelle, scientifique à tout ça. Sauf qu'évidemment, la maison va un peu les mettre face à leurs propres croyances. Et en fait, ce qui est génial, c'est que toute la maison, même s'il y a des moments un peu hantés, c'est surtout qu'il y a quelque chose de psychologique dans ce couple, où il y a plein de non-dits, plein de ressentiments. Et en fait, la maison va venir exacerber ces sentiments-là, et chacun va un peu prendre une route différente. Elle va être mise de plus en plus à des événements inexplicables au sein de la maison, et lui va avoir un accident qui va le laisser complètement immobile dans son propre corps, incapable de bouger, de parler. Et on va suivre toute sa psychologie et de comment est-ce qu'il se reconstruit, je mets beaucoup de guillemets mais voilà, à partir de ça. Et vraiment c'est génial. On découvre ici évidemment le folklore philippin, ce qui est plutôt original. Enfin pour moi ça a été un incroyable coup de cœur d'horreur et c'est vraiment le genre d'horreur que j'aimerais lire en France. Mais bon, à mon avis, c'est pas sûr que ça soit un jour traduit. On verra. Un essai hyper intéressant pour moi notamment, mais que je recommande à tous et toutes, Vous les Asiates, de Lin Lan Dao. Un essai sociologique qui parle du racisme anti-asiatique en France. Et vraiment, l'autrice aborde tous les sujets possibles et imaginables autour de ça. Que ce soit la fétichisation, l'appropriation culturelle, notamment dans la nourriture. Si certains et certaines ont vu le scandale du Viet Coffee à Lille, ça en parle par exemple, pas directement mais on comprend le principe. Tous les stéréotypes positifs et négatifs autour de ça, tous les crimes racistes qui ont un peu défrayé les chroniques ces dernières années. Enfin c'est vraiment hyper complet, très accessible, beaucoup d'études, de témoignages aussi de personnes touchées directement. Et c'est vraiment le livre que j'attendais sur le sujet parce que c'est un racisme qui est très peu étudié et on en parle très peu alors qu'il existe. Mais comme c'est une minorité qui parle peu, elle est mise sous le tapis. Et justement, ça fait du bien de voir cette nouvelle génération s'emparer du sujet et oser dire en fait il y a des problèmes, ça existe et voilà d'où ça vient, héritage colonialiste en tête de liste. Voilà, moi un essai que j'ai trouvé passionnant, très facile d'accès et qui permet vraiment de comprendre la problématique anti-asiatique en France, mais qui reste une lecture intéressante sur l'antiracisme de manière générale, si c'est un sujet qui intéresse. On change complètement d'univers avec La Correspondante de Virginia Evans, un roman épistolaire, et pourtant c'est pas forcément mon style, mais là, incroyable. Un chef-d'œuvre, vraiment une merveille. On va suivre la correspondance de Sibylle, une vieille femme. On va suivre cette correspondance pendant des années, sur les dernières années de sa vie, on va dire. Elle écrit des lettres aussi bien à son frère,
qui a sa meilleure amie, qui a des auteurs et autrices. On va lire quelques mails, et à travers ça, on va découvrir évidemment le passé de Sibylle, un passé dramatique, ces nouvelles rencontres qui vont lui permettre aussi de comprendre certaines choses sur son passé et de faire face à des problématiques qu'elle peut vivre actuellement. C'est vraiment plein d'émotions, c'est drôle. Sibylle est une femme qu'on a envie de connaître, elle a un passé incroyable et une force de caractère assez dingue. C'est drôle, c'est touchant. Les lettres ou les mails sont plutôt courts en fait, je pense que c'est ça, il y a quelque chose de très dynamique dans ce roman. Franchement, c'est un vrai coup de cœur. Il y a tellement d'émotions, c'est vraiment incroyable. Le meilleur coiffeur de Harare, de Tendai Uchu, un auteur du Zimbabwe, donc littérature africaine, mais qui change un peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire habituellement. C'est beaucoup le Nigeria, je trouve, ces dernières années, ce qui est très bien, hein, mais je trouve ça cool de lire autre chose. Et on va suivre la vie de Vimbai, une coiffeuse, une très bonne coiffeuse, qui mène un peu sa petite vie avec sa fille, donc c'est une mère-fille, hein, elle a une fille très jeune, dans un pays qui malheureusement a obtenu son indépendance, mais au prix d'un chômage galopant, 90% de chômage, une monnaie qui ne vaut plus rien, des pénuries incroyables de tout, donc des queues d'heures et d'heures pour acheter la moindre denrée alimentaire basique, mais elle a la chance de travailler donc dans un salon de coiffure, et toute sa vie va être bouleversée par l'arrivée d'un coiffeur, homme, qui sait coiffer les femmes, qui va leur donner aussi l'envie de, d'assumer leurs cheveux et leur peau noire, parce que Vimbai, pour elle, une bonne coiffure, c'est une coiffure qui te donne l'impression d'être blanche. Et voilà, elle va être mise face à beaucoup de choses de son passé et de qui elle est, en rencontrant ce jeune homme viril, très beau, mais qui semble être quand même plein de secrets. Ça se lit vraiment tout seul, la plume est hyper fluide, beaucoup d'humour, beaucoup d'émotions aussi. Enfin, franchement, j'ai adoré. Alors, on comprend assez vite quel va être le sujet de ce roman, mais ça marche très bien. Vraiment, c'est une excellente lecture que je recommande et c'est pas du tout connu, donc plutôt chouette. On termine les 5 étoiles avec Le sang et la mer d'Adrienne Thomas, le premier tome d'une duologie de réécriture mythologique, mais là où cet auteur est vraiment fort, c'est que, encore une fois, comme dans Engrenage et sortilèges, il mélange un univers mythologique à quelque chose d'un peu, je dirais pas steampunk, mais en tout cas lié à la technologie, au rouage avec des automatones, issus d'une société perdue, la civilisation Atlante. Et donc, en fait, c'est très bien fait parce qu'on y croit complètement, ça pourrait être complètement le cas, et c'est complètement génial d'avoir refait le voyage de Jason et les Argonautes, la recherche de la toison d'or, avec ce twist technologique, mais compatible avec l'idée d'une société évoluée qui aurait disparu. Et donc on va avoir un équipage très, très divers, on s'attache énormément aux personnages, et c'est pour ça que je suis choquée de la fin du tome 1. Vraiment, enfin, je m'en suis toujours pas remise, je crois. Donc on a une aventure épique, on a de l'émotion, on a de l'amour, de l'humour, on devine certains personnages cachent des choses, mais franchement on n'a même pas idée de quoi. Et ce qui est assez génial, c'est que chaque personnage ou chaque nom, chaque événement, en fait on comprend quel est le mythe derrière. C'est-à-dire que on va pas retrouver Dédale et Icare, on va trouver Daélos et Icros. Enfin voilà, ça va être à chaque fois des noms proches, donc ça permet d'être pas exactement dans de la réécriture mythologique, mais on comprend tout à fait le mythe originel qui a servi d'inspiration. Et c'est juste génial, c'est très bien écrit, très addictif, très haletant. Je pense une des meilleures réécritures mythologiques récentes, tout en changeant un peu des réécritures de figures féminines, même si là il y en a, et de très bonnes figures féminines. Mais voilà, franchement ça marche super bien, c'est très très entraînant, j'ai adoré. Et enfin mon coup de cœur du mois, Des milliards de tapis de cheveux d'Andreas Eschbach. Incroyable, je m'y attendais pas du tout. En fait la narration est hyper originale, et l'histoire peut paraître basique au départ. On est sur une planète où les tisseurs sont les personnes les plus réputées de cette planète-là, et leur spécialité c'est de tisser des tapis de cheveux, à partir des cheveux de leurs femmes et de leurs filles, donc ils ont le droit d'avoir plusieurs femmes et plein d'enfants. Par contre c'est un seul fils, puisque c'est lui qui héritera de la charge de tisseur, et chaque tisseur tisse un seul tapis de cheveux dans sa vie, parce que c'est très fin, très subtil, et ensuite ils sont vendus. C'est un devoir et un honneur envers l'empereur, il faut imaginer avec un E majuscule, l'empereur de l'univers, et voilà, c'est un peu le truc de base. Donc évidemment c'est pourquoi est-ce qu'ils tissent ces tapis de cheveux, où vont-ils, que deviennent-ils, et à partir de ça, on va voir toute une fresque qui va se dessiner, et c'est vraiment des chapitres qui se tissent comme un tapis. On va avoir des brins, chaque chapitre va suivre un personnage différent. Parfois c'est un personnage qui va être un peu tout seul,
donc un brin isolé, puis parfois on va retomber sur un chapitre précédent, un personnage précédent, et donc là on commence à faire des nœuds, ça commence à se rejoindre, et du coup on a des visions au début morcelées, puisque au début le tapis est pas fait, donc on ne sait pas trop où on va, etc. Et plus on avance, plus les choses font sens, et plus on commence à voir le motif général, jusqu'à la fin où l'histoire est complète, et on comprend l'intégralité de ce qu'on a lu, comme si on voyait le tapis fini. Et j'ai trouvé vraiment la narration incroyable parce que tellement cohérente et intelligente par rapport à la thématique du récit. Et au-delà de ça, c'est très bien écrit, très entraînant, c'est très original, donc on est vraiment dans un univers science-fiction. Hein. Aux confins de l'univers, on va y avoir du voyage interstellaire, on va avoir des questions d'amour, de vengeance, de devoir, d'héritage, de la politique, de la religion. C'est ultra riche. Enfin, en fait, c'est vraiment incroyable et je pense que c'est un livre à lire une fois dans sa vie. Vraiment, c'est incroyable. Je radote, mais parce que c'est difficile de dire à quel point c'est intelligent et fou. Vraiment, c'était une incroyable découverte. Et je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt. Mais bref, à la rigueur, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà. On termine cette vidéo sur ce chef-d'œuvre des milliards de tapis de cheveux. S'il y a un livre que tu as lu, que tu as envie de lire, que tu as aimé, pas aimé, bref, n'importe quel commentaire, je te laisse en laisser un. En général, j'essaye de répondre. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!